Je tiens à remercier la bibliothèque régionale qui nous accueille ce soir, l'Université de la Vallée d'Aoste, la chaire Sangor, l'assessorat à l'éducation et le conservatoire. La rencontre de ce soir est consacrée à un grand voyageur du XIXe siècle, Théophile Gautier. Un voyageur obstiné, inlassable, qui a traversé presque toute l'Europe, de l'Angleterre à la Russie, de la Belgique à l'Égypte. Et l'œuvre dont on va parler ce soir s'appelle « Voyage en Espagne » et contient, à mon avis, un véritable art de voyager très actuel. Gautier disait, je cite, « Je voyage pour voyager, c'est-à-dire pour voir et jouir des aspects nouveaux, pour me déplacer, sortir de moi-même et des autres. Je voyage pour réaliser un rêve, pour changer de peau. » Combinant le journal de voyage et la notice touristique, cet ouvrage éclectique nous présente une Espagne authentique et fascinante. Gautier adore se laisser aller au quotidien, nous raconte les 1000 aventures imprévisibles de la vie en voyage et il transmet à ses lecteurs la joie de la découverte. Je vous laisse donc découvrir cet ouvrage à travers les mots d'Alain Guyot, professeur à l'Université de Lorraine, grand spécialiste de Gautier, désormais un ami de la Vallée d'Aoste, qui s'intéresse à la poétique et à la stylistique des récits de voyage, du tournant des Lumières à la fin du romantisme. Merci Alain d'être ici. Eh bien, merci, chère Federica, de m'avoir invité à cette série de rencontres, effectivement, et à parler d'un auteur qui m'est cher, Théophile Gautier. Théophile Gautier, né en 1811, il y a relativement peu de temps fêté son centenaire, son bicentenaire même, mort en 1872. Que sait-on encore de lui ? Je pense que ça ne vous dit pas forcément grand-chose que ce nom, Théophile Gautier. Peut-être quelques souvenirs d'école ou de lecture. Le Capitaine Fracasse, le roman de la momie, des récits fantastiques, quelques poésies ici ou là, mais peu de choses, en fait, nous en restent. Certains contemporains ont été assez peu aimables à son égard. Alors, je vous présente déjà quelques portraits de Théophile Gautier, mais beaucoup donc pour que vous situiez un peu le personnage, et c'est une masse quand même assez importante avec sa grosse barbe. Mais certains de ses contemporains, comme je vous le disais, ne jugeaient pas de manière très très favorable. Je vous en donne deux exemples. Un critique littéraire qui s'appelle Sainte-Beuve et qui écrit « Théophile Gautier, qui a une figure assez agréable, assez noble, la chevelure parfumée, le gilet écarlate, a la laine gâtée, détestable. Ainsi, dans sa poésie, à travers toutes les couleurs et les formes spécieuses, il revient toujours un petit souffle fétide qui corrompt. » Et un certain Émile Zola, dont je crois que vous avez entendu parler avec ma collègue et amie Marie Scarpa il y a quelque temps, n'est pas tellement plus amène à l'égard de Théophile Gautier. Il écrit, on va voir une caricature justement du personnage, il parlait bien de tous les sujets, mais non point pour les approfondir par l'observation et l'analyse. Il en parlait pour lâcher immédiatement la bride à son caprice de poète. Il était encyclopédique à la façon des brillants causeurs qui ne sont jamais à court de phrases, qui parlent aussi bien de tout et sur tout. Seulement, la conversation finie, il ne reste absolument que du vent dans les oreilles des auditeurs. On a été charmé peut-être, mais on n'a pas été instruit. De là, le vide absolu de son œuvre, au point de vue des vérités acquises. Donc, auteur qui n'aurait pas plu. Et pourtant, que d'hommages lui ont été rendus de son vivant et surtout à sa mort.
Je vous livre quelque chose que vous connaissez peut-être, c'est une dédicace au poète impeccable, au parfait magicien est-ce lettre française, à mon très cher et très vénéré maître et ami Théophile Gautier, avec les sentiments de la plus profonde humilité, je dédie ces fleurs maladives. C.B. pour Charles Baudelaire. C'est la dédicace des Fleurs du Mal. Là, je pense que vous avez entendu parler des Fleurs du Mal de Baudelaire. Eh bien, il a été inspiré par Théophile Gautier. Et comment, ce sont des choses qu'il faudra encore creuser. À sa mort, en 1872, les poètes de son temps se sont réunis pour lui écrire ce qu'on appelait, pour lui construire ce qu'on appelle un tombeau, c'est-à-dire un recueil de poèmes qui lui ont été dédiés. Et à ce tombeau de Théophile Gautier ont participé des gens comme Victor Hugo ou Stéphane Mallarmé. Je vous lis juste quelques vers extraits du poème d'ouverture qui est dû à Victor Hugo, qui rend hommage à son ami de la manière suivante. Ami, poète, esprit, tu fuis notre nuit noire, tu sors de nos rumeurs pour entrer dans la gloire, et désormais ton nom rayonne au pur sommet. Moi qui t'ai connu jeune et beau, moi qui t'aimais, moi qui plus d'une fois dans nos altiers coups d'aile, éperdu, m'appuyais sur ton âme fidèle, moi, blanchi par les jours sur ma tête neigeant, je me souviens des temps écoulés, et songeant à ce jeune passé qui vit nos deux aurores, à la lutte, à l'orage, aux arènes sonores, à l'art nouveau qui s'offre au peuple criant oui, j'écoute ce grand vent sublime, évanoui. Je te salue au seuil sévère du tombeau. Va chercher le vrai, toi qui sus trouver le beau. Monte l'âpre escalier. Du haut des sombres marches, du noir pont de l'abîme, on entrevoit les arches. Va, meurs, la dernière heure et le dernier degré. Pars, aigle, tu vas voir des gouffres à ton gré. Tu vas voir l'absolu, le réel, le sublime. Tu vas sentir le vent sinistre de la cime. Et Victor Hugo, qui à l'époque a 70 ans, sent qu'il est l'ultime survivant de la génération romantique et il voit mourir les uns après les autres ses confrères et amis. Tu pars après Dumas, Lamartine et Musset, l'onde antique et tarie où l'on rajeunissait. Comme il n'est plus de Styx, il n'est plus de jouvence. Le dur faucheur, avec sa large lame avance, pensif et pas à pas, vers le reste du blé. C'est mon tour. Et la nuit emplit mon œil troublé, qui, devinant hélas l'avenir des colombes, pleure sur des berceaux et sourit à des tombes. Fallait-il que Théophile Gautier fût un grand poète pour que Victor Hugo lui consacre quelques-uns de ses plus beaux vers? Alors c'est à une brève redécouverte de ce grand écrivain que je vous invite aujourd'hui, à travers l'un de ses nombreux récits de voyage, Le voyage en Espagne, un livre dont la lecture fait du bien. J'espère vous le montrer au moins. Un livre qui nous le rend peut-être infiniment plus proche que ses romans ou sa poésie. Et je lui laisserai du coup souvent la parole. Alors j'aurais pu vous parler aussi d'un autre récit de voyage qu'il a écrit et qui concerne des régions que vous connaissez bien, des montagnes au moins que vous connaissez bien, puisqu'il a visité la vallée de Chamonix, il a écrit un texte qui s'appelle Le Mont Blanc, et il a ensuite visité la Suisse, et il est allé jusqu'au mont Cervin. Donc tout à l'heure, je suis monté à Pila et j'ai vu à la fois le Mont Blanc et le Cervin. J'étais très content et j'ai pensé à Théophile Gautier. Et à Madame Locatelli aussi. Mais quelqu'un qui est ici, Francesca Laurent, a beaucoup écrit sur justement les vacances du lundi. C'est quelque chose qui est bien connu. Donc j'ai préféré vous parler d'un texte un petit peu plus exotique. Alors donc, après vous avoir donné quelques petits détails biographiques, je vous parlerai du voyage qu'il a réalisé en Espagne, et à partir
de ce voyage en Espagne, j'essaierai d'esquisser un peu la philosophie du voyage de Théophile Gautier. Alors, 2 mots de biographie. Il y a peu d'événements marquants dans sa vie, qui a été entièrement consacré à l'écriture, à l'art, à la peinture et au théâtre, et à la vie mondaine. Alors, il est né à Tarbes en 1811. Tarbes, c'est une ville qui est près des Pyrénées, donc dans une famille de souche dauphinoise, donc qui était, elle aussi, des montagnes, mais des Alpes cette fois-ci. Donc les montagnes, les Alpes et les Pyrénées ne sont jamais loin de Théophile Gautier. Et il ira les voir à plusieurs reprises. Mais ses parents s'installent à Paris alors qu'il a 3 ans. Donc, exit les montagnes, il sera désormais centré sur Paris. Et il ne commence pas du tout par la littérature, il se consacre d'abord à la peinture. Sauf que c'est un peintre raté, il n'a jamais fait grand-chose de très intéressant de ce point de vue-là, mais il a gardé l'œil du peintre. On y reviendra. Et il se tourne très vite vers la poésie, tout en menant une vie de bohème près du Louvre, en compagnie de quelques amis appelés à devenir célèbres, en particulier Gérard de Nerval. À cette occasion, il fait diverses expériences. En particulier, il fume certaines herbes qui font rire, paraît-il. Donc, il écrit même des textes qui s'appellent... un texte qui s'appelle « Le Club des Hachichins », où il raconte un peu ses expériences de fumeur de hashish. C'est assez drôle, je vous invite à le lire. Et avec les romantiques, il s'engage donc auprès de Victor Hugo, en particulier dans la bataille d'Hernani, que vous voyez représentée ici. Hernani, pièce de Victor Hugo, donnée en 1830, qui fait un scandale absolu dans lequel les classiques, la vieille garde, et les romantiques, la jeune garde, s'affrontent très violemment. Et à cette occasion, on le voit ici, justement, il arbore un gilet rouge très, très particulier qui va le rendre célèbre. Mais ce gilet rouge n'est pas entièrement rouge, comme la bandiera rossa habituelle. Il a des nuances de pourpre, car en fait, Théophile Gautier ne s'engage pas politiquement. Il ne s'intéresse pas à la politique et grosso modo, il dit à peu près ce que dit Fabrice dans Le Guépard de Lampedusa. Il dit « Je ne lèverai pas le petit doigt pour parler politique, on me le mordrait ». Donc il préfère parler des ruines, parler des voyages, etc. Et ainsi, son voyage en Espagne, il arrive dans une Espagne en 1840 qui a été victime d'une guerre civile. Eh bien, il n'en parle pas du tout. Il fait comme s'il ne s'était rien passé parce qu'il ne veut pas prendre parti pour l'un ou l'autre camp. Il est journaliste par goût et aussi pour gagner sa vie. Et il deviendra un véritable forçat de la plume. Il est dit qu'il s'enchaîne à sa table de travail dans le domaine de la critique d'art. Il va publier des critiques dans le domaine du théâtre, de la littérature, de la musique, de la danse, de la peinture, tout compris. Son œuvre totale compte à peu près 300 volumes. C'est quand même considérable, qu'il a écrit au fil de la plume comme cela. On est actuellement en train de rééditer les œuvres complètes. Moi, je m'occupe de la section des voyages. Ça va être absolument énorme. Ça va bien faire plusieurs mètres de rayonnage dans les bibliothèques. Voilà. Alors, pourquoi mène-t-il cette vie de forçat de l'écriture? Eh bien, parce que, en partie, il a une vie sentimentale tumultueuse, va-t-on dire. Il a eu plusieurs femmes, parfois en même temps, donc il est un adepte de la polygamie. Il a eu de nombreux enfants aussi, et il faut entretenir ses ménages, il faut entretenir ses enfants. Et donc, ça va l'amener à écrire beaucoup. Donc, parmi ses enfants, il y a la célèbre Judith Gautier qui a épousé un poète moins connu par la suite. Sous le Second Empire, donc sous Napoléon III, il fréquente le salon de la princesse Mathilde, qui est la cousine de l'empereur, avec des gens comme Mérimée, les frères Goncourt, dont vous avez peut-être entendu parler. Mais une de ses plus profondes originalités pour l'époque, ce sont ses nombreux voyages.
Le premier voyage qu'il fait, il le fait alors qu'il a 25 ans en Belgique. Et c'était un des premiers à prendre un moyen de transport absolument extraordinaire, dont vous n'avez même pas l'idée, le train. En 1836, le train, c'était quelque chose de révolutionnaire. Et il en parle comme si nous prenions une fusée pour nous rendre dans l'espace, ou à peu près. Hein. Il le prend entre Bruxelles et Anvers. Et il a une conclusion radicale. Ce moyen de transport n'a aucun avenir devant lui. On le voit à l'heure actuelle avec le TGV, par exemple. Alors, il s'est rendu, ou le pendolar, etc. Bon, il s'est rendu 5 fois en Espagne, il s'est rendu 2 fois en Algérie et en Russie. Il a fait un grand voyage en Méditerranée jusqu'à Constantinople. Il est revenu par la Grèce. Il est allé en Italie, bien sûr, pas à Ostende, malheureusement, j'aurais pu vous en parler. Il est allé en Suisse, il est allé en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre. Il a visité la France. Et le dernier grand voyage qu'il va faire, c'est en Égypte, peu de temps avant sa mort, pour l'inauguration du canal de Suez, en 1869. Manque de chance, ce voyage en Égypte, il en rêvait depuis toute sa vie. Et qu'est-ce qui se passe sur le bateau? Il se casse le bras. Et donc, le voyage en Égypte va se terminer pour lui pratiquement au Caire. Et pendant que les autres vont aller visiter les ruines égyptiennes, le temple d'Abou Simbel, Philae, etc., lui, il va rester dans sa chambre d'hôtel à regarder les gens passer par sa fenêtre. Bon, peu importe, c'est une époque, je vous le rappelle, où il n'y avait ni TGV ni avion. Il fallait 2 jours pleins pour se rendre de Paris à Bruxelles. Maintenant, il faut 1h20. Donc vous imaginez ce que ces voyages ont pu représenter pour l'époque. Pour vous, quand même, que vous ayez un peu une idée du temps qu'il a passé en voyage. Alors il s'est rendu 5 fois en Espagne. Et la moindre occasion était bonne pour se faire financer un voyage par ses éditeurs ou les patrons de ces journaux, contre la promesse d'un reportage, parfois non tenu d'ailleurs. Il a dit « Oui, je vais t'écrire un reportage, il n'y a pas de problème ». Puis il oubliait par la suite. Alors, ça pouvait être une inauguration de chemin de fer, ce moyen de transport sans avenir. Il y avait déjà 30 ou 40 000 kilomètres dans les années 1840. Il prétendait le détester, mais ça lui a fourni l'occasion d'un voyage en 1864. Il aimait beaucoup les courses de taureaux ou de chevaux. Il s'est rendu pour cela en Espagne 3 fois, en 1846, en 1853, en 1856. Il a aussi acheté des œuvres d'art. Il a participé à des achats d'œuvres d'art avec son ami le collectionneur Eugène Piot, et c'est le principal motif, avoué au moins, de son plus grand voyage en Espagne, celui de 1840, dont nous allons parler maintenant. Alors, quelques mots donc sur petite histoire de ce voyage en Espagne. C'est un voyage qu'il a réalisé donc entre le début mai et le début octobre 1840. Donc mai, juin, juillet, août, septembre. Ça fait quand même 5 mois en voyage. C'est assez long. Et il n'a donc pas voyagé pendant la période la plus fraîche pour voyager en Espagne. Les mois d'été, on le sait, sont souvent très très chauds. Mais c'est un amateur de pays chauds, de midi, d'Orient, de soleil, d'azur. Le problème, c'est que c'est l'un des paradoxes de Théophile Gautier, il n'en est pas à un près. Il a très froid au cours de la première partie de son voyage jusqu'à Madrid. Je vous cite juste un petit exemple. Là, il est encore en France, il est au mois de mai pourtant. Nous traversâmes l'Adour par un temps affreux, une pluie battante et une bise à décorner les bœufs. Plus nous avancions vers les pays chauds, plus le froid devenait aigre et piquant. Si nous n'avions pas eu nos manteaux, nous aurions eu le nez et les pieds gelés, comme les soldats de la Grande Armée à la campagne de Russie. Donc il compare son voyage, un voyage en Arctique, il a peur de voir débarquer des ours, etc. Bon, peu importe, toujours est-il que jusqu'à Madrid, il a très froid. Et ce froid, il le connaît aussi en visitant l'un des monuments les plus célèbres d'Espagne. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer, là, c'est la famille de Gautier, le voyage en Espagne. Donc, et ce froid, il le connaît lorsqu'il
visite un des monuments les plus célèbres des environs de Madrid, c'est l'Escurial, qui est, selon lui, après les pyramides d'Égypte, le plus grand tas de granit qui existe sur la terre, le plus ennuyeux et le plus maussade monument que puisse rêver pour la mortification de leurs semblables un moine morose et un tyran soupçonneux, en l'occurrence le roi d'Espagne Philippe II. Je cite Gautier, « À peine êtes-vous entré dans la cour que l'ennui vous tombe sur les épaules comme une chape de plomb. Votre cœur se resserre. Il vous semble que tout est fini et que toute joie est morte pour vous. À 20 pas de la porte, vous sentez je ne sais quelle odeur glaciale et fade d'eau bénite et de caveau sépulcral que vous apporte un courant d'air chargé de pleurésies et de catarrhes. Quoi qu'il fasse au dehors 30 degrés de chaleur, votre moelle se fige dans vos os. Il vous semble que jamais la chaleur de la vie ne pourra réchauffer dans vos veines votre sang, devenu plus froid que du sang de vipère. Ces murs, impénétrables comme la tombe, ne peuvent laisser filtrer l'air des vivants à travers leurs épaisses parois. Je vous rappelle aussi que l'Escurial, c'est le tombeau des rois d'Espagne. Donc il y avait toute une série de cadavres en sous-sol. Ça peut expliquer les choses. En fait, pour Gautier, l'Escurial, et c'est pour ça que je cite le passage, est le symbole d'une Espagne qu'il n'aime pas. Celle du roi Philippe II, qui était plus un moine qu'un guerrier, de la Madrid néoclassique, des habitants qui sont vêtus comme à Paris, ce sera la même chose à Grenade. Bref, une Espagne du bon goût qui manque absolument du pittoresque qu'il recherche. On aura l'occasion d'y revenir. Mais la suite de son voyage vers l'Andalousie se déroule au contraire par une chaleur, je le cite là aussi, dont un Parisien ne peut pas se faire une idée. Le pavé brûle, les marteaux de fer des portes rougissent, une averse de feu semble pleuvoir du ciel, et le peu d'air qui vous arrive semble souffler par la bouche de bronze d'un calorifère, un radiateur. Il n'y a dans les rues que les chiens et les Français, suivant le dicton vulgaire, fort peu gracieux pour nous. Le seul parti qui vous reste à prendre, c'est de dormir comme les autres, et l'on s'y résigne bien vite. Alors plus que l'épreuve de la soif, c'est celle de la faim qu'il connaît. Là, une figure que vous connaissez sans doute, j'imagine, Ugolino della Gardesca, je n'ai pas besoin de vous dire d'où il vient. Ugolin, dans sa tour, n'était pas plus affamé que moi, et je n'avais pas, comme lui, 4 fils à manger. Dès Bordeaux, les voyageurs se sentent tenaillés par la faim. Après avoir épuisé les bâtons de chocolat, les biscuits et autres provisions de voiture, nous commencions à avoir des idées de cannibales. Mes compagnons me regardaient avec des yeux faméliques. Et si nous avions eu encore une poste à faire, nous aurions renouvelé les horreurs du radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, vous avez peut-être entendu parler, c'est un bateau qui s'est naufragé et les survivants se sont retrouvés sur un radeau et comme ils n'avaient rien à manger, eh bien, ils se sont mangés entre eux. Nous aurions mangé nos bretelles, les semelles de nos bottes, nos chapeaux et autres nourritures à l'usage des naufragés qui les digèrent parfaitement bien. Ailleurs, les voyageurs arrivent à une étape, au milieu de la nuit, mourant de faim, et toutes les provisions de l'auberge ont été dévalisées. Je cite encore Théophile Gautier. Nous poussâmes les cris les plus aigus, les plus attendrissants, déclarant que nous mettrions le feu à la maison pour faire rôtir l'hôtesse elle-même, à défaut d'autre nourriture. Cette énergie nous valut, vers 2 heures du matin, un souper pour lequel on avait dû réveiller la moitié du village. Nous avions un quartier de cabri, des œufs aux tomates, du jambon et du fromage de chèvre, avec un assez passable petit vin blanc. Nous dînâmes tous ensemble dans la cour, à la lueur de 3 ou 4 lampes de cuivre jaune, assez semblables aux lampes antiques funèbres, dont l'air de la nuit faisait vaciller la flamme en ombre et en lumière bizarre,
qui nous donnait l'air de spectre déchirant des morceaux d'enfants déterrés. Comme vous le voyez, beaucoup d'images de cannibalisme là-dedans. Alors, si l'on ajoute à cela les moyens de transport espagnols, des véhicules inconfortables, des mules qui sont pas de très très bonne composition, qui sont assez rétives, des escortes armées censées protéger les voyageurs d'attaques de brigands, assez improbable, il n'y en aura pas pendant son voyage, on aura un tableau complet de ce voyage plutôt sportif. À titre d'exemple, voici le récit qu'il fait d'un accident de parcours survenu à bord d'un carrosse antédiluvien entre Burgos et Madrid. J'étais en train de retourner dans ma tête je ne sais quel lambeau des mystiches, comme c'est mon habitude en voyage, lorsque je vis venir de mon côté, décrivant une rapide parabole, mon camarade qui était assis en face de moi. Cette action bizarre fut suivie d'un choc très rude et d'un craquement général. « Es-tu mort » me demanda mon ami en achevant sa courbe. « Au contraire, répondis-je. Et toi ?»« Très peu, me répondit-il. Et nous sortîmes au plus vite par le toit défoncé de la pauvre voiture qui était brisée en 1000 pièces. Quant aux mules, elles s'étaient envolées et avaient emporté à tous les diables le train de devant et les 2 petits trous. Notre perte se monta à un bouton qui sauta dans la violence du choc et ne put être retrouvé. Il est vraiment impossible de verser plus admirablement. Une des choses les plus bouffonnes que j'ai vues, c'est le conducteur se lamentant sur les débris de sa carriole. Il en rajustait les morceaux comme un enfant qui vient de casser un verre. Et voyant que le mal était irréparable, il éclatait en affreux jurements, trépignait, se donnait des coups de poing, se roulait par terre. Notre position n'était pas autrement gaie, quoique nous fussions attaqués d'un accès de fou rire assez intempestif. Nos mules s'étaient évanouies en fumée, et nous n'avions plus qu'une voiture démantelée et sans roues. Heureusement, le relais n'était pas loin. On alla chercher 2 galères qui nous recueillirent, nous et notre bagage. La galère justifie parfaitement son nom. C'est une charrette à 2 ou 4 roues qui n'a ni fond ni plancher. À l'assis de cordes de roseau forme dans la partie inférieure une espèce de filet où l'on place les malles et les paquets. Là-dessus, on étend un matelas, un pur matelas espagnol, qui ne vous en empêche en aucune façon de sentir les angles du bagage entassés au hasard. Dans cet agréable véhicule, privé de toute espèce de ressort, nous étions secoués comme ces souris que l'on ballotte pour les étourdir et les tuer contre les parois de la souricière. Et il fallait toute la sévère beauté du paysage pour ne pas nous laisser aller à la mélancolie et à la courbature. Heureusement, son calvaire se termine lorsqu'il atteint les portes de l'Andalousie, le paradis de ses rêves. La Sierra Morena franchie, l'aspect du pays change totalement. C'est comme si l'on passait tout un coup de l'Europe à l'Afrique. Les vipères, regagnant leurs trous, raient de traînées obliques le sable fin de la route. Les aloès commencent à brandir leurs grands sabres épineux au bord des fossés. Ces larges éventails de feuilles charnues, épaisses, d'un gris azuré donnent tout de suite une physionomie différente au paysage. On se sent véritablement ailleurs. L'on comprend que l'on a quitté Paris tout de bon. La différence du climat, de l'architecture, des costumes ne vous dépayse pas autant que la présence de ces grands végétaux des régions torrides que nous n'avons l'habitude de voir qu'en serre chaude. Devant nous se déployait, comme dans un immense panorama, le beau royaume d'Andalousie. Cette vue avait la grandeur et l'aspect d'une mer. Des chaînes de montagnes se déroulaient avec des ondulations d'une douceur infinie, comme de longues houles d'azur. De larges traînées de vapeur blonde baignaient les intervalles. Tout cela était inondé d'un jour étincelant, splendide, comme devait être celui qui éclairait le paradis terrestre. La lumière ruisselait dans cet océan de montagnes, comme de l'or et de l'argent liquide, jetant une écume phosphorescente de paillettes à chaque obstacle. Alors, ce voyage se continue en Andalousie par Grenade, Cordoue, Séville, Cadix et Gibraltar, et ce voyage est pour lui un enchantement perpétuel.
Il prend pension à l'Alhambra pour plusieurs jours, c'est-à-dire qu'il y séjourne, il étale un matelas au milieu de cette cour des Lions, et on reparlera de cette photo que vous voyez à gauche tout à l'heure. Il s'émerveille des jardins et des jets d'eau du Généralif. Il se passionne pour les courses de taureaux à Malaga et à Jerez, et pour la beauté des Andalouses aussi. Il s'extasie devant la mosquée de Cordoue qu'il compare à une forêt plafonnée. Vous la voyez ici. Et la cathédrale de Séville qui traduit la folie des chanoines qui l'ont construite. Je cite là encore Gautier. Et voici une petite illustration de la cathédrale de Cordoue. Les pagodes hindoues les plus effrénées, les plus monstrueusement prodigieuses n'approchent pas de la cathédrale de Séville. C'est une montagne creuse, une vallée renversée. Notre-Dame se promènerait la tête haute dans la nef du milieu, qui est d'une élévation épouvantable. Des piliers, gros comme des tours, et qui paraissent frêles à faire frémir, s'élancent du sol ou retombent des voûtes comme les stalactites d'une grotte de géants. Les 4 nefs latérales, quoique moins hautes, pourraient abriter des églises avec leurs clochers. Le maître-autel, deuxième photo, avec ses escaliers, ses superpositions d'architecture, ses fils de statues, entassés par étages, est à lui seul un édifice immense. Il monte presque jusqu'à la voûte. Il se brûle par an dans la cathédrale 20 000 livres de cire et autant d'huile. Le vin qui sert à la consommation du Saint-Sacrifice s'élève à la quantité effrayante de 18 750 litres. Il est vrai que l'on dit chaque jour 500 messes aux 80 autels. Les orgues, d'une proportion gigantesque, ont l'air des colonnes basaltiques de la caverne de Fingal, et pourtant, les ouragans et les tonnerres qui s'échappent de leurs tuyaux, gros comme des canons de siège, semblent des murmures mélodieux, des gazouillements d'oiseaux et de séraphins sous ces ogives colossales. Il va à Gibraltar, donc juste en face de l'Afrique. Et voilà donc le rocher. Qu'est-ce qu'il dit? Il en reste pantois devant ce rocher. L'aspect de Gibraltar dépayse tout à fait l'imagination. L'on ne sait plus où l'on est, dit ce que l'on voit. Figurez-vous un immense rocher, ou plutôt une montagne, qui surgit subitement, brusquement, du milieu de la mer, sur une terre si plate et si basse qu'à peine l'aperçoit-on. Rien ne la prépare, rien ne la motive, elle ne se relie à aucune chaîne. C'est un monolithe monstrueux, lancé du ciel, un morceau de planète écorné, tombé là pendant une bataille d'astres, un fragment du monde cassé. Qui l'a posé à cette place? Dieu seul et l'éternité le savent. Ce qui ajoute encore à l'effet de ce rocher inexplicable, c'est sa forme. L'on dirait un sphinx de granit énorme, démesuré, gigantesque, et dans la proportion d'un souris à un éléphant. D'une souris à un éléphant. Quelle pensée peut avoir cette montagne à l'attitude sournoisement méditative? Quelle énigme propose-t-elle ou cherche-t-elle à deviner? Les vaisseaux à 3 ponts, à l'ancre dans la baie, paraissent des jouets d'Allemagne, de petits modèles de navires en miniature comme on en vend dans les ports de mer, les barques des mouches qui se noient dans du lait. Mais le voici de retour en France, après un long trajet en bateau qui le ramène de Gibraltar, par Valence et Barcelone, jusqu'à Port-Vendre, non loin de Perpignan, donc non loin de la frontière française. Et que dit-il en conclusion? Vous le dirai-je, en mettant le pied sur le sol de la patrie, je me sentis des larmes aux yeux, non de joie, mais de regret. Les tours vermeilles, les sommets d'argent de la Sierra Nevada, les lauriers roses du Généralif, les longs regards de velours humide, les lèvres d'œillets en fleurs, les petits pieds et les petites mains, tout cela me revint si vivement à l'esprit qu'il me sembla que cette France, où pourtant j'allais retrouver ma mère, était pour moi une terre d'exil. Le rêve était fini. Alors de ce voyage, Gautier va tirer plutôt un certain nombre de publications, dont Le Voyage en Espagne, qui va d'abord publier en feuilleton dans la presse,
dans un journal qui s'appelait précisément La Presse, dans la Revue de Paris, dans la Revue des Deux Mondes, et il éditera pour la première fois ce récit en volume en 1843, sous le titre, fautif d'ailleurs, Tralos Montes, et ensuite sous le titre Voyage en Espagne. Et vous avez toute une série d'éditions, de rééditions, qui datent du temps de Gautier et qui datent même d'après sa mort. J'avais dans mon sac une des éditions, justement. Il y en aura d'innombrables. Il va aussi tirer beaucoup de choses, des poèmes qu'il va recueillir dans Espagna en 1845. Alors, que retenir du voyage en Espagne de Théophile Gautier, en dehors de ces quelques pages cocasses ou colorées? Peut-être une véritable poétique du voyage, une philosophie du voyage et un art de voyager qui mérite qu'on s'y arrête un petit peu plus longtemps. Alors, je vous en parlerai donc après un intermède musical qui va nous être présenté. Bonsoir à toutes et à tous. On va maintenant écouter ensemble une œuvre de Eugène Bozza, qui était un chef d'orchestre et compositeur français qui a traversé un peu tout le XXe siècle. Il est mort en 1991. Et il s'agit d'une suite qui s'appelle Jour d'été à la montagne. Et donc, cette suite se compose de 4 mouvements. Il y a d'abord une pastorale, après il y a Au bord du torrent, après le chant des forêts, et pour conclure, une ronde. Je vous prie juste, s'il vous plaît, de ne pas applaudir entre un mouvement et l'autre, comme ça on va apprécier la suite dans son intégralité. Et je vous prie aussi d'applaudir aux flûtes Noemi Bazzanella, Stefania Clementi, Alessia Fazzari et Simone Giardina. Merci.
Alors, merci encore à Noemi Bazzanella, Stefania Clementi, Alessia Fazzari et Simone Giardina. Merci. Après ce passage par la montagne qu'aurait sûrement aimé Théophile Gautier, on va... L'autre, ah oui, c'est vrai, pardon. On va reprendre un petit peu notre exploration. Ça va être moins aérien. Mais bon, d'où vient alors le goût de Gautier pour les voyages? Eh bien, tout à l'heure, Madame Locatelli l'a très bien dit à travers la citation, « Je voyage pour voyager ». C'est une assez bonne synthèse de la quête de l'ailleurs qui commande encore aujourd'hui la soif de voyage propre à nos contemporains. Et Gautier affirme d'ailleurs que ce goût du voyage qui lui est propre est aussi carrément une sorte de maladie. Il l'a défini quelques années avant de partir pour l'Espagne, alors qu'il n'a pas encore quitté le sol de la France. Donc il est déjà travaillé par cela. Il dit qu'il a une nostalgie de l'étranger, qui est connue des voyageurs, une grise mélancolie à soigner par de fortes doses d'azur. Je le cite, « Quand cette maladie vous prend, vos amis vous ennuient, vos maîtresses vous assomment, toutes les femmes, même celles des autres, vous déplaisent. Pour dissiper ce spleen particulier, la seule recette est un passeport pour l'Espagne, l'Italie, l'Afrique ou l'Orient. » Alors cette maladie a un pôle positif et un pôle négatif. Commençons par le pôle négatif. Il l'appelle ce déplorable prurite du voyage. Alors prurite, c'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup de nos jours, qui signifie démangeaison. Il la décrit ce prurite, il le décrit de manière presque clinique, tout au long de son œuvre. Il n'y a rien au monde de plus fatal au bonheur, et le besoin du déplacement s'accroît de toutes les satisfactions qu'on lui donne. Rien ne l'assouvit, et c'est une passion dont on meurt. Je cite un autre passage, « Qui a bu boira » sur le proverbe. On pourrait modifier légèrement la formule et dire avec nos moins de justesse, « Qui a voyagé, voyagera ». La soif de voir, comme l'autre soif, s'irrite au lieu de s'éteindre en se satisfaisant. Le voyage est peut-être un élément dangereux à introduire dans la vie, car il trouble profondément. On sait que l'on va s'exposer à des fatigues, à des privations, à des ennuis, à des périls même. Il en coûte de renoncer à de chères habitudes d'esprit et de cœur, de quitter sa famille, ses amis, ses relations pour l'inconnu. Et cependant, l'on sent qu'il est impossible de rester. Et ceux qui vous aiment n'essayent pas de vous retenir et vous serrent silencieusement la main sur le marchepied de la voiture. C'est une thématique qui est très présente chez Gautier au moment de son départ, son voyage en Espagne. Et d'ailleurs, il a intitulé le premier poème du recueil Espagna, celui donc qu'il a tiré de son voyage, Départ. Il a sans doute d'ailleurs inspiré à Baudelaire certains traits de son propre voyage, qui arrive en conclusion des Fleurs du Mal. Il entend, le poète, la voix de l'ailleurs qui chante à son oreille, étouffante à l'étroit dans ce vaste Paris, et il se ressent le besoin impérieux d'être absent de soi-même. Mais en même temps, il ressent l'angoisse du départ, de la désillusion face à la nouveauté exotique. Il ressent un trouble de l'identité, une peur d'être oublié par les êtres chers, autant de peurs fondamentales du néant et de la mort. Donc, le voyage, il en sent toute la portée négative. Ça n'est pas qu'une partie de plaisir pour lui. Mais en même temps, côté positif, c'est la maladie du bleu ou la nostalgie de l'azur qu'il perçoit comme le désir d'échapper à la prison du présent et en même temps comme une soif d'exotisme. D'abord, il s'agit d'échapper à sa condition présente. Il témoigne dans sa correspondance sur un mode plus ou moins goguenard d'une forme d'inquiétude intime, c'est-à-dire l'inquiétude, l'incapacité à être
qui est à être tranquille, à rester chez soi, à ne pas bouger. C'est impossible pour lui. Et il le dit dans une lettre à sa mère, le voyage est beaucoup moins fatigant que s'il en restait dans sa chambre. Et cela lui permet de mettre en scène une forme d'individualisme, là aussi caractéristique de notre époque, de notre, plutôt que modernité, post-modernité. Je cite encore, « Les civilisations extrêmes pèsent sur l'individualisme et vous ôtent en quelque sorte la possession de vous-même en retour des avantages généraux qu'elles vous procurent. Aussi, ai-je entendu dire à beaucoup de voyageurs qu'il n'y avait pas de sensation plus délicieuse que de galoper tout seul dans le désert, au soleil levant, avec des pistolets à l'arçon de la selle. Personne ne veille sur vous, mais aussi personne ne vous entrave. La liberté règne dans le silence et la solitude. Et il n'y a que Dieu au-dessus de vous. J'ai éprouvé moi-même quelque chose d'analogue en traversant certaines parties désertes de l'Espagne et de l'Algérie. Et donc se joint à cette soif d'azur, cette soif de liberté propre à l'individualisme, une soif d'exotisme et d'altérité qui correspondent à son goût pour la couleur locale, pour ce qu'il appelle le drôle, le bouffon, qui peut être déclenché par n'importe quoi, des récits, des gravures, la vue d'une carte de géographie, quelquefois un nom, l'euphonie, la sonorité d'un nom, un conte lu quand on était tout jeune, etc. Et donc cette nostalgie de l'azur, comme il l'appelle, il la satisfait pleinement en Espagne et en particulier dans la ville de Cadix, qu'il décrit ainsi. Il n'existe pas sur la palette du peintre ou de l'écrivain de couleurs assez claires, de teintes assez lumineuses pour rendre l'impression éclatante que nous fit Cadix dans cette glorieuse matinée. Deux teintes uniques vous saisissaient le regard, du bleu et du blanc, mais du bleu aussi vif que la turquoise, le saphir, le cobalt, et tout ce que vous pourrez imaginer d'excessif en fait peint d'azur. Mais du blanc aussi pur que l'argent, le lait, la neige, le marbre et le sucre des îles le mieux cristallisé. Le bleu, c'était le ciel, répété par la mer, le blanc, c'était la ville. On ne saurait rien imaginer de plus radieux, de plus étincelant, d'une lumière plus diffuse et plus intense à la fois. Vraiment, ce que nous appelons chez nous le soleil n'est à côté de cela qu'une pâle veilleuse à l'agonie sur la table de nuit d'un malade. Donc, j'ai eu du mal à trouver une image aussi éclatante. Tout ce que j'ai trouvé de l'époque de Gautier était en noir et blanc, alors ça n'aurait rien rendu. L'art de voyage de Gautier est fondé, par ailleurs, sur une volonté d'immersion totale, qui passe d'abord par un goût du travestissement. Il adore se déguiser, on retrouve ça dans beaucoup de ses romans. Et au cours de son voyage en Espagne, il va se faire tailler un costume de jeune élégant espagnol, ce qu'on appelle les majos, à Grenade par le couturier Zapata, l'un des plus fameux de la ville. Et il brode pour le poète, sur le dos de son vêtement, un pot de fleurs sur le fond brun du drap. Et cette volonté d'immersion témoigne en réalité d'un véritable respect de la réalité étrangère, de la différence de l'autre, y compris du point de vue de la gastronomie locale. S'assimiler les mœurs et les usages du pays que l'on visite, voilà le principe. Et il n'y a pas d'autre moyen pour bien voir et jouir du voyage. Dès que j'ai mis les pieds dans un pays, j'en deviens indigène. J'en endosse le costume si je peux. J'ai le don de m'en approprier immédiatement la manière de vivre. Ailleurs, il formule les choses autrement, mais c'est un peu la même chose. Il faut que le voyageur se laisse imprégner par l'atmosphère ambiante, qu'il oublie en quelque sorte sa nationalité, et tâche, pendant quelques semaines ou quelques mois, de vivre autant que possible avec les indigènes, acceptant leur cuisine, leurs boissons, leur manière de fumer, de se divertir, de se transporter d'un endroit à l'autre, partageant même, en apparence du moins, leurs préjugés et leurs superstitions. Parce que ce qui importe à Théophile Gautier lorsqu'il est en voyage, c'est la quête des différences, celle qu'on ne trouve pas dans les guides de voyage. Et il le dit précisément dans le voyage en l'Espagne, la différence d'un peuple à un autre se compose précisément de ces 1000 petits détails que les voyageurs négligent pour
de grandes considérations poétiques et politiques que l'on peut très bien écrire sans aller dans le pays. Mais, pour illustrer ce propos très philosophique, il décrit un repas à l'espagnol qui laisse malgré tout un peu dubitatif sur cette volonté d'immersion culinaire. C'est ce qu'il appelle la description du puchero. Alors, l'on sert d'abord une soupe grasse qui diffère de la nôtre en ce qu'elle a une teinte rougeâtre, qu'elle doit au safran dont on la saupoudre pour lui donner du ton. Voilà pour le coup de la couleur locale, de la soupe rouge. C'est vrai qu'en France, ça n'existe pas. Le pain est très blanc, très serré, avec une croûte lisse et légèrement dorée. Il est salé d'une manière sensible au palais parisien. Quant au vin, nous devons avouer qu'il est du plus beau violet d'évêque qu'on puisse voir, épais à couper au couteau. Et les carafes où il était renfermé ne lui donnaient aucune transparence. Après la soupe, l'on apporta le puchero, mets éminemment espagnol, ou plutôt l'unique mets espagnol, car on en mange tous les jours, d'Irún à Cadix et réciproquement. Il entre dans la composition d'un puchero confortable, un quartier de vache, un morceau de mouton, un poulet, quelques bouts d'un saucisson nommé chorizo, on connaît maintenant, bourré de poivre, de piment et autres épices, des tranches de lard et de jambon, et par là-dessus une sauce véhémente aux tomates et au safran. Voilà pour la partie animale. La partie végétale, appelée verdura, varie selon les saisons, mais les choux et les garbanzos servent toujours de fond. Le garbanzo n'est guère connu à Paris, et nous ne pouvons mieux le définir qu'en disant c'est un pois qui a l'ambition d'être un haricot et qui y réussit trop bien. Ensuite viennent les poulets à l'huile, car le beurre est une chose inconnue en Espagne, le poisson fruit, truite ou merluche, l'agneau rôti, les asperges, la salade et pour dessert de petits biscuits macarons, des amandes passées à la poêle et d'un goût exquis du fromage, de lait de chèvre, etc. Pour finir, on apporte un cabaret avec du vin de Malaga, de Xérès et de l'eau de vie aguardiente, c'est ça, oui, qui ressemble à de l'anisette de France et une petite coupe fuego remplie de braise pour allumer les cigarettes. Ce repas, avec quelques variantes peu importantes, se reproduit invariablement dans toutes les Espagnes. Donc, voilà de la couleur locale. Mais l'évolution du monde nuit à l'entreprise de Théophile Gautier. À son époque, il n'y a plus de terres inconnues sur la planète. Il n'y a plus de blanc sur les cartes de géographie. On a pratiquement tout reconnu. Tout a déjà été dit sur cet ailleurs qui n'est plus inconnu. Même l'Espagne, qui était pourtant très isolée jusqu'au XIXe siècle, l'Espagne a été visitée et décrite maintes fois par d'innombrables voyageurs, dont Théophile Gautier d'ailleurs s'inspire largement parfois, il les recopie purement et simplement. Et on s'oriente toujours davantage vers une pratique touristique du voyage, celle que nous connaissons bien, qui n'est plus découverte, mais simple reconnaissance. Et Gautier est bien conscient que, contrairement à lui, tant de gens graves, je le cite, et bien situés, ont parlé de l'Escurial, rappelez-vous ce qu'il en dit, comme d'un chef-d'œuvre et d'un suprême effort du génie humain qu'il aurait l'air, lui, pauvre diable de feuilletoniste errant, de vouloir faire de l'originalité, de parti pris et de prendre plaisir à contrecarrer l'opinion générale. Il est par ailleurs très déçu de constater à Madrid la diffusion de la mode parisienne. Si les femmes ont conservé la mantille traditionnelle, malheureusement, c'est la seule partie du costume espagnol que l'on ait conservé. Le reste est à la française. Je ne puis m'empêcher d'être étonné d'un pareil aveuglement et je ne comprends pas que les femmes, ordinairement clairvoyantes en ce qui concerne leur beauté, ne s'aperçoivent pas que leur suprême effort d'élégance arrive tout au plus à les faire ressembler à une merveilleuse de province. Résultat médiocre. L'éventail corrige un peu cette prétention au parisianisme. Alors, du côté des hommes, là, c'est encore pire. Ils ressemblent à des gravures de mode qu'on trouve n'importe où à Paris. Pourquoi ? Parce que Paris est la pensée qui occupe tout le monde. Et je me souviens d'avoir vu sur l'échoppe d'un décrotteur, donc quelqu'un qui nettoie les chaussures, ici, on cire les bottes à l'instar de Paris. L'on peut s'imaginer qu'à Grenade, dans le sud,
en Andalousie, il va enfin avoir satisfaction en matière de couleur locale. Eh bien non. Je le cite encore. L'aspect général de Grenade trompe beaucoup les prévisions qu'on en avait pu se former. On se figure une ville moitié mauresque, moitié gothique, où les clochers à jour se mêlent aux minarets. On s'attend à voir des maisons sculptées, historiées, avec des blasons et des devises héroïques, des constructions bizarres. Enfin, la réalité d'une décoration d'opéra représentant quelques merveilleuses perspectives du Moyen-Âge. Les gens que l'on rencontre, en costume moderne, vous produisent involontairement un effet désagréable. Ils tiennent à honneur, comme presque tous les bourgeois des villes d'Espagne, de montrer qu'ils ne sont pas pittoresques le moins du monde, et de faire preuve de civilisation. Telle est l'idée qui les préoccupe. Ils ont peur de passer pour barbares, pour arriérés, et lorsque l'on vante la beauté sauvage de leur pays, ils s'excusent humblement de n'avoir pas encore de chemin de fer et de manquer d'usines à vapeur. Que fait Gautier? Que dit-il? Il se plaint déjà de l'uniformisation du monde à travers lequel il voyage. On ne parle pas encore à son époque de mondialisation, mais on y court. Il se lamente en particulier du goût néoclassique qui a envahi toute l'Europe et qui fait ressembler les façades des grandes villes à celles de, je le cite, monuments grecs malades. Plus encore que l'Escurial, il déteste le palais royal de Madrid. Je cite, grand bâtiment très carré, voilà, le palais royal. Grand bâtiment très carré, très solide, en belle pierre, bien lié, avec beaucoup de fenêtres, un nombre équivalent de portes, des colonnes ioniques, des pilastres doriques, tout ce qui constitue un monument de bon goût, avec ce que cela peut avoir d'ennuyeux et de vulgaire. Quant au palais des Cortés, à droite, donc là où se tient la Chambre des députés, il est entremêlé de colonnes pestumiennes et de lions en perruque d'un goût fort abominable. Je doute qu'on puisse faire de bonnes lois dans une architecture pareille. Dès son voyage en Espagne, se dessine ainsi chez Gautier le constat presque désespéré qu'il continuera à dresser au fil de ses autres voyages, la disparition progressive des différences entre l'ailleurs qu'il recherche et l'ici qu'il retrouve partout. C'est peut-être ce sentiment d'une déperdition de l'authentique, pour reprendre la formule de Paolo Tortonese, qui l'amène à entrevoir, dès son Odyssée espagnole et plus d'un siècle avant le grand anthropologue Claude Lévi-Strauss, dans Triste Tropique, la fin des voyages. Et on trouve dans le voyage en Espagne un long lamento qui fait la synthèse de son point de vue sur la question. Alors, le texte est un peu long, mais il vaut la peine d'être lu. C'est en voyage que les Espagnols reprennent leur antique originalité et se dépouillent de toute imitation étrangère. Le caractère national reparaît tout entier dans ces convois à travers les montagnes qui ne doivent pas différer beaucoup des caravanes dans le désert. L'âpreté des routes à peine tracées, la sauvagerie grandiose des sites, le costume pittoresque des arrieros, le harnais des mules, des chevaux et des ânes marchant par file, tout cela vous transporte à 1000 lieues de la civilisation. Le voyage devient alors une chose réelle, une action à laquelle vous participez. Dans une diligence, on n'est plus un homme, l'on n'est qu'un objet inerte, un ballot. Vous ne différez pas beaucoup de votre mal. On vous jette d'un endroit à un autre, voilà tout. Autant vous rester chez soi. Ce qui constitue le plaisir du voyageur, c'est l'obstacle, la fatigue, le péril même. Quel agrément peut avoir une excursion où l'on est toujours sûr d'arriver, de trouver des chevaux prêts, un lit moelleux, un excellent souper, et toutes les aisances dont on peut jouir chez soi. Un des grands malheurs de la vie moderne, c'est le manque d'imprévu, l'absence d'aventure. Tout est si bien réglé, si bien engrené, si bien étiqueté, que le hasard n'est plus possible. Encore un siècle de perfectionnement, et chacun pourra prévoir à partir du jour de sa naissance ce qui lui arrivera jusqu'au jour de sa mort. La volonté humaine sera complètement annihilée, plus de crimes, plus de vertus, plus de physionomie, plus d'originalité. Il deviendra impossible de distinguer un Russe d'un Espagnol, un Anglais d'un Chinois, un Français d'un Américain. L'on ne pourra même plus se reconnaître entre soi,
car tout le monde sera pareil. Alors, un immense ennui s'emparera de l'univers et le suicide décimera la population du globe, car le principal mobile de la vie sera éteint, la curiosité. Triste constat, bon, que Dieu merci, on arrive, y compris à nos dépens, à ne pas faire tout à fait, mais quand même. Alors, comment donc contrecarrer cette mondialisation avant la lettre? Et c'est là-dessus que je terminerai. Théophile Gautier n'est pas homme à se laisser abattre. Et c'est là, précisément, qu'intervient son œil de peintre et son âme de poète. Comment réenchanter le monde en recréant de la diversité, du divers, là où il n'y a plus qu'uniformité? Alors, Gautier va mettre en place plusieurs stratégies à cet effet. Il va affronter la désillusion et la démystification, immanquablement liées à tout voyage. Il va essayer de voir autrement les pays traversés, et il va surtout essayer de transformer le même en autre. On le verra à la fin. Alors, en premier lieu, il affronte donc la désillusion qu'amène tout voyage, avec une conscience moins malheureuse que décidée, voire réjouie. Il conçoit étrangement cette confrontation entre ce qu'il a rêvé du pays qu'il visite et la réalité qu'il a sous les yeux comme un devoir, mais aussi comme une libération, et pourquoi pas comme une thérapie, voire un jeu. La démystification est pour lui un devoir à l'égard de ses lecteurs, comme il en témoigne à Grenade. Avant d'aller plus loin, nous devons prévenir le lecteur qui pourrait trouver nos descriptions que d'une scrupuleuse exactitude au-dessous de l'idée qu'ils s'en sont formés, que l'Alhambra n'a pas le moins du monde l'aspect que lui prête l'imagination. Mais, et dès le début de son voyage, on voit se dessiner chez lui une sorte de goût peut-être légèrement masochiste pour la désillusion face à un lieu rêvé depuis l'enfance. Alors que tous ses contemporains, Gérard de Nerval en tête, se lamentent de la déception qu'ils ont de voir leur rêve d'enfance s'évanouir. Encore quelques tours de roue, je vais peut-être perdre une de mes illusions et voir s'envoler l'Espagne de mes rêves, l'Espagne du romancero, des ballades de Victor Hugo, des nouvelles de Mérimée et des contes d'Alfred de Musset. En franchissant la ligne de démarcation, je me souviens de ce que le bon et spirituel Henri Heine, le poète allemand, me disait au concert de Liszt, avec son accent allemand plein d'humour et de malice. « Comment ferez-vous pour parler de l'Espagne quand vous y serez allé ?» Par-delà l'anxiété existe donc le sentiment d'un jeu, d'un plaisir qui va lui permettre de voir autrement les lieux qu'il visite. Alors, deuxième stratégie de Gautier, donc l'un des moyens de réenchanter l'étranger est en effet de le voir et accessoirement de le donner à voir sous un angle différent. Et il va donc chercher de manière privilégiée ce que l'on ne voit pas habituellement quand on est en voyage. Donc, il va proposer une manière de voyager différente et une autre façon de regarder l'altérité. Et c'est ainsi qu'au fil de son voyage en Espagne, Gautier se plaît à porter son attention sur ce que les autres voyageurs ne voient pas ou ne veulent pas voir ni entendre. Dès la frontière, ne voilà-t-il pas que, à Irún, un bruit frappe son oreille? Un bruit étrange, inexplicable, enroué, effrayant et risible. On y dit une multitude de jets plumés vifs, d'enfants fouettés, de chats en amour, de scies s'agaçant les dents sur une pierre dure. Je croyais tout au moins que c'était une princesse égorgée par un nécromant farouche. Ce n'était rien qu'un char à bœufs qui montait la rue d'Irún et dont les roues miaulaient affreusement, faute d'être suiffées, le conducteur aimant mieux sans doute mettre la graisse dans sa soupe. Ce char n'avait assurément rien que de fort primitif. Les roues étaient pleines et tournaient avec les cieux comme dans les petits chariots que font les enfants avec de l'écorce de potiron. Ce bruit s'entend d'une demi-lieue et ne déplaît pas au naturel du pays. Ce véhicule doit dater du déluge. En traversant la vieille Castille, la vieille Castille, parce qu'il y a la nouvelle Castille aussi, il se demande si le nom de la région ne lui vient pas du grand nombre de vieilles qu'on y rencontre. Et quelles vieilles! Les sorcières de Macbeth sont de charmantes jeunes filles en comparaison. Les abominables mégères des caprices de Goya, vous les avez ici, que j'avais pris jusqu'à présent pour des cauchemars et des chimères monstrueuses, ne sont que des portraits d'une exactitude effrayante.
La plupart de ces vieilles ont de la barbe comme du fromage moisi et des moustaches comme des grenadiers. Et puis, c'est leur accoutrement qu'il faut voir. On prendrait un morceau d'étoffe et l'on travaillerait pendant 10 ans à le salir, à le râper, à le trouer, à le rapiécer, à lui faire perdre sa couleur primitive, que l'on n'arriverait pas à cette sublimité du haillon. Ces agréments sont rehaussés par une mine hagarde et farouche, bien différente de la tenue humble et piteuse des pauvres gens de France. À Burgos, avant d'aller voir la cathédrale, il remarque une enseigne assez bizarre, celle d'un maître en chirurgie qui s'était fait représenter avec son élève, sciant le bras à un pauvre diable assis sur une chaise. Et la boutique d'un barbier qui, je vous le jure, ne ressemblait nullement à Figaro. Nous voyions reluire à travers ses vitres un grand plat à barbe en cuivre jaune, assez brillant, que Don Quichotte, s'il était de ce monde, aurait bien pu prendre pour l'armée de Membrun. Alors, il parle aussi des toilettes des théâtres, dans lesquels il n'y a pas de toilettes et où on fait ses besoins dans les couloirs, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Alors, provocation de fantaisistes à l'égard des amateurs d'art et d'archéologie, goût du lait et du rococo qui le range parfois du côté des peintres de la vie moderne, à coup sûr. Et même s'il lui arrive de visiter les musées, sa manière de voyager s'oppose singulièrement à celle de bien de ses contemporains. Il en vient à théoriser son expérience à plusieurs reprises et à en faire... Excusez-moi, j'ai perdu une feuille. La voilà. Et à en faire un art de voyager à part entière, qui l'oppose au voyage de connaissances qui oblige à de longs détours dans les pays visités. Il préfère, pour sa part, voir ce qui se présente, sans qu'on le cherche, sous l'angle d'incidence de la route. Se donner l'éblouissement rapide d'une ville ou d'un pays, comme au Cosmorama, c'était des endroits où on voyait défiler des paysages, un peu les ancêtres du cinéma. On regarde défiler devant soi une longue bandelette peinte vous menant de Liverpool à San Francisco, avec cette différence qu'ici c'est le spectateur qui chemine et que le spectacle reste immobile. Alors, comment voir le réel d'une autre manière, afin d'en donner une autre vision? Le moyen de transport, en l'occurrence, peut, à l'occasion, devenir l'un de ces instruments qui modifient le regard porté par le voyageur sur cet ailleurs d'un intérêt parfois discutable. Et en est une esthétique de l'inattendu, fondée sur des effets d'optique, des descriptions en mouvement, une vision volontairement naïve ou enfantine qui contribue à recréer l'illusion disparue et à réexotiser ce qui ne l'était plus. Un exemple, il prend le bateau à Séville pour se rendre jusqu'à Cadix, sauf qu'il descend le fleuve Guadalquivir, sauf qu'il prend le bateau à vapeur. Alors, il se félicite tout d'abord de trouver, après les voyages à dos de mulet, à cheval, en charrette, en galère, souvenez-vous tout à l'heure, un moyen de transport doté de, je le cite, quelque chose de miraculeux, dans le goût d'un tapis magique. Dévorer l'espace avec la rapidité de la flèche et cela sans peine, sans fatigue, sans secousse, en se promenant sur le pont et en voyant défiler devant soi les longues bandes du rivage malgré les caprices du vent et de la marée, est assurément une des plus belles inventions de l'esprit humain. Pour la première fois, peut-être, je trouvais que la civilisation avait son bon côté. La seconde magie est créée par le magnifique effet d'optique procuré par cette manière de voyager. Je le cite encore. Voilà le bateau à vapeur, construit à Séville, carrément. Donc c'est exactement celui que Gautier a pris. Donc, voilà l'effet d'optique créé. Séville s'affaissait déjà derrière nous. Mais à mesure que les toits de la ville semblaient rentrer en terre pour se confondre avec les lignes horizontales du lointain, la cathédrale grandissait et prenait des proportions énormes, comme un éléphant debout au milieu d'un troupeau de moutons couchés. Et ce n'est qu'alors que je compris bien toute son immensité. Les plus hauts clochers ne dépassaient pas la nef. Quant à la Giralda, la tour, l'ancien minaret de la mosquée du temps des musulmans, l'éloignement donnait à ces briques roses des teintes d'améthyste et d'aventurine qui ne semblent pas compatibles avec l'architecture dans notre triste climat du Nord. La statue de la foi, qui se trouve au sommet
de la tour scintillait à la cime comme une abeille d'or sur la pointe d'une grande herbe. Alors, à un autre moment, il visite la Sierra Nevada, qui culmine à peu près à 3400 mètres, près de Grenade. Et il descend à cheval depuis les sommets, et ça lui fournit un autre effet d'optique, proprement vertigineux celui-ci. Toutes les lignes de la perspective étaient brouillées à nos yeux. Les ruisseaux nous paraissaient remonter vers leur source. Les rochers vacillaient et chancelaient sur leur base. Les objets les plus éloignés nous paraissaient à 2 pas et nous avions perdu tout sentiment de proportion. Effet qui se produit dans les montagnes où l'énormité des masses et la verticalité des plans ne permettent plus d'apprécier les distances par les moyens ordinaires. Mais cela n'empêche nullement Gautier de rendre compte à son lecteur de l'incroyable paysage qui se déploie au même moment devant ses yeux. Et pour cela, il chausse sa casquette d'ancien peintre et de critique d'art. Il transforme la nature en tableau et utilise le vocabulaire de l'atelier pour la décrire, mais sans jamais oublier sa plume poétique. Donc, je passe rapidement là. À l'âme du poète s'ajoute l'œil du peintre. Et quel besoin aurait-il eu donc des appareils photo, des tablettes et autres téléphones portables dont nous sommes tous équipés aujourd'hui et qui encombrent nos sacs de touristes dès que nous visitons un lieu. Pourtant, son ami Eugène Piot et lui avaient pris soin, avant de partir pour l'Espagne, de se munir de l'ancêtre de ces moyens contemporains de reproduction standard de la réalité. Ils avaient emporté avec eux, ça c'est Grenade, je passe, un daguerréotype. Un daguerréotype, un appareil qui d'ailleurs inquiète fort les douaniers. Il ne s'en approchait qu'avec une infinité de précautions et comme des gens qui ont peur de sauter en l'air. Je crois qu'il le prenait pour une machine électrique. Nous nous gardâmes bien de les faire revenir de cette idée salutaire. Alors le dit appareil, d'ailleurs, subira l'accident de carrosse auquel j'ai fait allusion tout à l'heure. Nous vîmes avec une satisfaction infinie, à 15 pas dans un champ, la boîte de notre daguerréotype aussi pure, aussi intacte que si elle eût été encore dans la boutique de Suse, occupée à faire des vues de la colonnade de la Bourse. Mais c'est à peu près la dernière fois qu'on entend parler du daguerréotype et on sait simplement qu'il a fait des photos parce que cette photo aurait été prise justement par Théophile Gautier. Alors, mieux vaut, à son sens, exotiser ce qui lui paraît banal, quitte à dénicher la couleur locale tout près de chez lui, quand il a du mal à la trouver ailleurs. Au début de son voyage, il s'arrête à Bordeaux. Qu'y a-t-il d'intéressant à Bordeaux? La ville? Non. Elle ressemble à Versailles. Le musée? Une belle collection de plâtres. La cathédrale est assez belle avec des statues, mais bon. Non, ce qui intéresse Théophile Gautier à Bordeaux, c'est bien autre chose. C'est, dès son arrivée, le pont de Cubzac, construit peu avant son passage. L'on sait que je ne suis pas très grand admirateur des inventions modernes, dit-il, mais c'est réellement un ouvrage digne de l'Égypte et de Rome par ses dimensions colossales et son aspect grandiose. Le problème, c'est que le pont ne va pas tenir la route très très longtemps, c'est le cas de le dire, il va s'effondrer sur lui-même. C'est le port aussi, encombré de vaisseaux de toutes nations et de différents tonnages. Dans la brume du crépuscule, on dirait une multitude de cathédrales à la dérive, car rien ne ressemble plus à une église qu'un vaisseau avec ses mâts élancés en flèches et les découpures enchevêtrées de ses cordages. C'est aussi le côté espagnol de la ville, qui offre un aperçu de la patrie de Cervantes sans avoir passé la frontière. Je passe rapidement là-dessus, et c'est, pour finir, une curiosité morbide, située à proximité de l'église Saint-Michel. Un caveau qui est la propriété de momifier les corps qu'on y dépose. Il va en faire une description absolument épouvantable, avec en particulier un suprême horreur, un petit garçon qui, selon toute vraisemblance, doit avoir été enterré vivant. Ça, il adore. Alors, je passe sur les citations. Une scène macabre, digne d'un train fantôme, d'un film d'horreur ou d'un conte fantastique dont il avait la spécialité. Une attention à la langue parlée dans la région. Une rêverie pré-baudelairienne sur un port où une analogie suffit à vous transporter dans un autre monde. Une merveille d'architecture contemporaine. Une jolie femme avec
le nez droit, les joues sans pommettes, de grands yeux noirs dans un ovale pâle, d'un effet charmant, une coiffure originale, la démarche alerte et vive, la taille souple et cambrée, naturellement fine. Qu'est-il besoin dans ces conditions d'aller courir le monde à la recherche d'une couleur locale qui s'en échappe un peu plus jour après jour? Donc, je terminerai là-dessus. Outre qu'il fait du bien au moral par son humour et sa sensibilité à la beauté, le regard de Gautier en voyage en Espagne peut représenter une leçon pour nous, pour voir le monde autrement, surtout lorsqu'il nous déçoit. Ses aspirations, ses déceptions, ses angoisses m'ont paru étrangement proches des nôtres. En tout cas, j'espère vous avoir montré qu'il réussit à réenchanter le monde par la magie de son œil de peintre et de son âme de poète. En tout cas, faites l'expérience à côté de chez vous. C'est peut-être le plus bel hommage que vous pourrez rendre à ce grand écrivain et le plus sûr moyen de le maintenir vivant. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Merci vraiment, Alain, pour cette communication, je dirais, magnifique, qui nous a fait vraiment voyager à travers les pages de Théophile Gautier. Merci.